Bonjour à tous, 19e heure de direct pour l'édition 2015 des 24 heures chrono d'International. Direction maintenant la capitale économique du Maroc, Casablanca, à 80 km au sud de la capitale administrative, à savoir Rabat, sur la côte atlantique. La France a été longtemps le premier partenaire et fournisseur du Maroc, ce n'est plus le cas. Elle a été doublée par l'Espagne, ce qui n'empêche pas que le Maroc reste très ouvert évidemment aux entreprises françaises. On va en parler avec nos deux premiers invités, à savoir d'abord Anne-Claire Gonin, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultante stratégie et organisation et vous vivez à Casablanca depuis 8 ans maintenant. Exactement. Avec nous également Khalid Idrissi Keitouni, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc. Absolument. Merci d'être avec nous. Et pour commencer, on va entendre quelques propos du consul général de France à Casablanca, Gilles Fayet. Bonjour, vous êtes en ligne avec nous par Skype. Vous m'entendez bien ? Oui, je vous entends. Je ne vois pas, mais je Pouvez-vous vous entends. nous faire l'état des lieux de la présence française à Casablanca ? Oui. Donc à Casablanca, la communauté française est la plus nombreuse du Maroc, puisque nous avons cette année un peu plus de 20 700 inscrits sur les listes consulaires en fin 2014, ce qui représente à peu près 40% de l'ensemble de la communauté française immatriculée au Maroc, qui est de 47 000 personnes environ. Bon, la circonscription de Casablanca, elle est relativement vaste, mais on peut dire que 95% à peu près de cette communauté, donc de ces 20 700 inscrits, sont immatriculés sur la ville de Casablanca et ses environs immédiats jusqu'à Mohamedia. Gilles Favret, ce sont des chiffres qui sont en augmentation ? Alors, c'est une légère augmentation cette année, plus 4% en 2014. Sur une dizaine d'années, ça fait quand même plus 36%. Donc, une augmentation régulière, sans qu'on puisse parler véritablement d'une explosion. Le socle de cette communauté reste à peu près stable, puisque nous avons 66% de nos Français qui sont inscrits depuis plus de 5 ans. Et quel est le profil de ces Français installés à Casablanca ? Alors, vous avez différents profils. Ce qui est une donnée intéressante à noter, c'est qu'il s'agit d'une communauté de plus en plus binationale franco-marocaine. Nous avons aujourd'hui à peu près 51% des Français de Casablanca qui ont également une autre nationalité, et la plupart du temps une autre nationalité, la nationalité marocaine, contre simplement 37% il y a 20 ans et 47% il y a 10 ans. Et comment vous expliquez ça ? Alors, il y a deux phénomènes qui expliquent ça. Il s'agit soit de Marocains qui accèdent sur place à la nationalité française, essentiellement par mariage, soit d'enfants de couples binationaux, soit enfin de binationaux qui sont nés en France et qui reviennent au Maroc, soit dans le cadre d'une expatriation temporaire, soit pour se réinstaller dans le pays d'origine de leur famille. L'autre moitié de la communauté, à peu près 48-49%, est constituée d'une part par ce qu'on appelle de manière affectueuse les vieux Français du Maroc, qui ne sont pas forcément vieux, mais qui sont simplement les enfants, les petits-enfants, parfois les arrière-petits-enfants de Français qui sont de familles françaises qui sont installées à Casablanca depuis des décennies. Ça représente à peu près 25% de l'ensemble de la communauté, donc un quart. Et puis un dernier quart, donc, qui est constitué par les expatriés, donc qui viennent passer quelques années au Maroc et qui ensuite, d'ailleurs, y restent. Donc une communauté assez diverse. De façon générale, c'est une communauté qui est jeune, puisque nous avons 38% de notre communauté qui a moins de 25 ans, 18% seulement de plus de 60 ans, donc une communauté dont la moyenne d'âge se situe aux alentours de 35 ans, donc une communauté active. Gilles Favret, vous restez avec nous. On va évidemment poursuivre cette conversation en ligne avec vous, avec nos deux invités. On va parler notamment des atouts du marché marocain et à Casablanca en particulier. C'est dans un instant.
Eh bien voilà, c'est le retour sur les 24 heures chrono de l'international et on parle de Casablanca évidemment au Maroc avec toujours nos deux invités Khalid Idrissi Keitouni et Anne-Claire Gonin. Anne-Claire Gonin, vous êtes installée au Maroc, donc je l'ai dit tout à l'heure, depuis 8 ans. Quels sont d'après vous les intérêts pour une entreprise de s'installer au Maroc et à Casablanca en particulier? Je pense qu'en fait, le Maroc est un terrain qui est très propice à l'entrepreneuriat aujourd'hui parce que il y a en fait déjà des encouragements assez importants de l'État marocain vis-à-vis des entrepreneurs. Il y a des programmes d'incitation à la création d'entreprises, des différentes mesures. Et en plus, je dirais que le Maroc est un pays qui est vraiment tourné vers l'entrepreneuriat dans le sens où les gens sont naturellement, effectivement, ont une facilité à entreprendre en fait, parce que c'est un pays d'abord de tradition commerçante. C'est un pays où les gens aiment bien avoir une certaine liberté de fonctionnement et où ils ont effectivement aussi le souhait d'être leur propre patron et puis d'être à la source de leurs propres revenus. Khalid Idrissi Keitouni, vous confirmez, c'est un terrain propice à l'entrepreneuriat? Oui, absolument. C'est-à-dire que depuis le début des années 2000, il faut savoir que l'État a beaucoup investi, investi dans les infrastructures, mais également investi dans des plans sectoriels qui ont permis d'ouvrir des opportunités pour les investisseurs étrangers et notamment les investisseurs français. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que la France a perdu sa première place, certes, mais la France reste le premier partenaire du Maroc, premier investisseur, premier émetteur de touristes, premier bailleur de fonds. Donc, véritablement, la France a une véritable position de partenaire et de leader avec le Maroc. Et ça, c'est des choses qui se confirment. On a un développement continu des opérateurs français qui viennent nous consulter, nous questionner par rapport aux opportunités. Donc, il y a véritablement quelque chose qui se passe. Alors, effectivement, vous faites partie de la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc. Donc, vous conseillez des entreprises qui veulent, notamment, en tout cas, qui veulent s'installer sur place. On va parler, pour être très concret, des procédures administratives. Est-ce qu'elles sont compliquées? Est-ce qu'elles sont longues pour une entreprise quand elle arrive au Maroc? L'acte en lui-même de création d'entreprise est simple. Il est même très facile. Depuis 2003, le Maroc a mis en place les centres régionaux d'investissement. Donc, il y a un centre régional d'investissement par région. C'est une sorte de guichet unique qui permet à l'investisseur de réaliser toutes les formalités dans un même lieu. Donc, c'est des choses... L'acte en lui-même est très simple. En 3-4 jours, on peut créer une société au Maroc. Maintenant, ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut absolument que les opérateurs qui nous regardent, les investisseurs, sachent par rapport au libéralisme économique du Maroc, c'est que, à mon avis, il y a 3 points principaux qu'il faut absolument qu'ils retiennent. Le premier, c'est par rapport au capital social. Donc, il n'y a aucune obligation au Maroc pour qu'un investisseur étranger prenne un associé local. Et ça, c'est quand même très important. C'est vrai que beaucoup si on d'autres le pays regarde par rapport à la rive sud de la Méditerranée, si on le compare par rapport à la rive sud de la Méditerranée, où d'autres pays imposent des partenaires locaux à 51%. Donc l'investisseur étranger au Maroc peut détenir la totalité de son capital. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est par rapport à la garantie que donne le Maroc et l'État du Maroc quant au transfert des dividendes. Les dividendes, tous les bénéfices réalisés par un investisseur étranger peuvent être transférés en France sans aucune limitation de montant ni de durée. Ça, c'est un point très important. Il n'y a pas que les dividendes, il y a aussi l'assistance technique, il y a les comptes courants associés. Donc ça, c'est des points forts qui sont très importants, qui permettent aux investisseurs de leur garantir leur retour s'ils veulent retourner en France en termes de dividendes ou autres. Et le troisième point, c'est par rapport au droit des affaires. On a un droit des affaires qui est quand même similaire à ce que vous connaissez en France, à ce que connaissent les investisseurs en France. Donc, on va retrouver les mêmes formes juridiques, la SARL, la SA, voilà, la SAS. C'est des formes juridiques les types de structures qui existaient sur place et comment on les choisit. On les choisit en fonction de la société qu'on va mettre et en fonction du projet. Mais n'importe comment, et ce que je voulais rajouter juste par rapport à ce point de similitude, c'est que l'administration marocaine, fiscale, douanière ou autre, travaille avec le français, communique avec le français. Donc les opérateurs, par exemple, pour une déclaration de TVA ou d'IS, c'est des déclarations en français. Ça se fait en français. C'est vrai que c'est un avantage certain. Donc c'est un avantage certain. Sur les types de structures, Anne-Claire Gonin, vous conseilleriez de faire appel à quelqu'un sur place pour se faire aider sur ce point?
Oui, effectivement, moi je recommande de se faire assister par un comptable, en fait, ou une fiduciaire, en fait, hein. C'est des structures, c'est l'équivalent de cabinets comptables, en fait, qui peuvent donner des conseils à des créateurs. Moi, dans mon cas, j'avais commencé au départ par un statut de patente personne physique, c'est-à-dire c'est l'équivalent d'un statut d'indépendant. Et j'ai opté par la suite, pour des raisons fiscales, en fait, essentiellement, vers la SARLO, donc SAR, la associée unique, en fait. Voilà, et dans toutes ces démarches, j'ai été effectivement accompagnée par un comptable qui m'a conseillé, qui a effectivement fait les démarches aussi de création d'entreprise. Donc moi, effectivement, je suis aussi passée par le Centre régional d'investissement, qui joue en fait un rôle d'interface entre le créateur et puis les différentes administrations qui assurent la création d'entreprise. Vous restez avec nous tous les deux. On va notamment évoquer le fait que vous vous faites aider par ce qu'on appelle un espace de coworking depuis que vous êtes installé sur place. Et puis on va aussi évoquer des points négatifs, difficiles pour les entreprises qui veulent s'installer au Maroc. À tout de suite. La CFE, votre sécurité sociale jusqu'au bout du monde. Les 24 heures chrono de l'international à Casablanca cette fois. Anne-Claire Gonin, vous avez, en arrivant à Casablanca, mis au point une structure de consulting. Et tout récemment, vous m'expliquez ça tout à l'heure, vous avez fait appel à un espace qu'on appelle un espace de coworking. Qu'est-ce que c'est? Quel est l'intérêt pour vous? Oui, alors en fait, moi, à un moment donné, j'ai eu besoin de trouver un espace où travailler. Alors j'avais le choix entre effectivement louer un bureau fixe, je dirais au mois ou à l'année. Et en fait, ça occasionnait des frais fixes qui étaient assez importants, d'autant plus que moi, je ne suis pas toujours au bureau, hein. La plupart de mes interventions, je les fais chez les clients, donc je me déplace. Donc du coup, j'ai trouvé effectivement dans le cœur de Casablanca en fait un espace de travail partagé qui en fait regroupe différents entrepreneurs individuels. Alors c'est un cadre, en fait, c'est un espace qui est assez convivial, très accueillant et en fait qui abrite donc différents profils d'infographistes, architectes, également consultants, coachs, etc. C'est une structure récente? Oui, alors ça vient d'être, en fait, ça a été créé il n'y a pas très longtemps, Ouais. et c'est en fait une formule qui a beaucoup de succès. Aussi, l'avantage, c'est qu'on ne paye en fait que ce qu'on consomme. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai un système de carnet de tickets et qui est donc un ticket égale une demi-journée. Et donc, comme ça, en fait, je ne paye que le temps de présence, consommez. en fait. Voilà, exactement. Rally Rissi Kaitouni, vous connaissez le système? Oui, tout à fait. Je voulais compléter parce que nous, au niveau de la Chambre française, on a anticipé ce phénomène parce qu'on a eu effectivement beaucoup de demandes d'opérateurs qui venaient nous voir. Et on a créé, en 2005-2006, un centre d'affaires. C'est un peu une pépinière d'entreprise où nous hébergeons des opérateurs. Nous hébergeons des opérateurs avec des postes de travail équipés pour des durées déterminées et ça leur permet d'avoir un espace de travail pour travailler dans de bonnes conditions avec Internet, etc. Donc c'est un centre d'affaires qui est d'ailleurs à 500 mètres du siège de la Chambre et que nous mettons à disposition des opérateurs mais également des VIE. Alors le système VIE, c'est un système que nous accompagnons également. Le VIE, c'est le Volontaire International Entreprise. C'est un système qui est très connu en France. Et nous encadrons, nous hébergeons un certain nombre de VIE qui travaillent pour la promotion de PME françaises au Maroc.
Gilles Favret, vous êtes toujours avec nous en ligne depuis Casablanca. Vous êtes le consul général de France sur place. Quel est, d'après vous, l'intérêt de s'implanter à Casablanca pour une entreprise ? Si vous m'entendez, toujours. Et j'ai l'impression que ça n'est pas le cas. Alors on essaiera de vous retrouver tout à l'heure. Je crois que l'image était figée. Alors on va en venir maintenant au point négatif pour s'installer, qu'il faut connaître évidemment avant de s'installer à Casablanca. Il y a d'abord tout simplement le fait que les relations diplomatiques entre la France et le Maroc ne sont pas en ce moment au beau fixe. Ça peut être un problème, Khalid Idrissi Kaitouni ? Je ne pense pas. D'ailleurs, certes, les relations diplomatiques sont un peu difficiles ces dernières années. Mais ça n'empêche que l'évolution et le développement du courant d'affaires économique entre les deux pays continue, il est toujours là, il se développe, que ce soit dans les secteurs de l'industrie, dans le secteur du commerce, du service. Donc on a une véritable demande des opérateurs français qui viennent nous voir, malgré que les tensions sont là. Et je l'espère, les tensions ne seront que conjoncturelles. Donc ils vont... probablement s'arranger, parce que le Maroc et la France sont quand même liés par une amitié longue, ancienne, politique, économique, sociale, culturelle. Donc c'est un passage qui est un peu difficile, mais à mon avis, ça sera bien derrière nous très prochainement. Anne-Claire Gonin, sur le climat des affaires en général, pas forcément sur les relations diplomatiques, mais sur le climat des affaires au Maroc et à Casablanca en particulier, il y a évidemment des points compliqués, comme les relations... comme le droit, la relation avec la justice, éventuellement la corruption. Alors, ce que je dirais, moi personnellement, j'ai pas en fait réellement eu affaire à ce type de pratique. Bon, c'est vrai que j'en entends parler, mais c'est pas des choses effectivement que j'ai abordées. Ce que je dirais par rapport aux difficultés en fait sur le marché, c'est que je pense que la première difficulté pour un étranger, c'est déjà dans la mesure où, comme on l'a dit, la langue des affaires et le français. En plus, il y a une forte similitude au niveau des législations, etc. On peut croire au premier abord qu'on est dans un système très similaire. Or, en fait, il y a des fortes différences culturelles, des différences importantes dans les façons de travailler, dans les façons de penser, d'agir. Et ça, je pense qu'il faut avoir une certaine attitude, je dirais, d'humilité au départ. Et il faut vraiment se donner le temps de l'apprentissage, de l'observation, de l'analyse, pour ne pas, faire preuve d'ethnocentrisme et du coup être pris dans ce piège d'une certaine rigidité par rapport à des fonctionnements qui sont différents. On va poursuivre et approfondir ce point dans un instant. À tout de suite. La CFE, votre sécurité sociale jusqu'au bout du monde. Quels sont les éventuels pièges à éviter si on veut s'installer à Casablanca ? On en parlait donc avec Anne-Claire Gonin notamment. On a parlé de la justice, on a parlé de l'éventuelle corruption. Vous voulez dire un mot sur ce point, Khalid Idrissi Kaitouni ? Oui, enfin sur le domaine de la justice, ce que je voulais dire, c'est que le Maroc a mis en place une réforme en 2013 du secteur de la justice. C'est une réforme qui est en cours, dont les axes principaux sont la transparence, l'indépendance d'abord, la transparence et la moralité. Et ils ont mentionné quand même un axe très important, c'est celui de la médiation et de l'arbitrage. Alors sur ce point, nous avons au niveau de la Chambre mis en place un centre de médiation pour l'entreprise qui permet de régler autrement
des litiges. C'est un mode alternatif de règlement des litiges commerciaux et qui fonctionne assez bien. Nous avons pris comme partenaire le CMAP de Paris, donc le Centre de médiation et d'arbitrage de Paris. Nous formons les médiateurs marocains et c'est une opération où c'est un centre qui est jeune, certes, mais qui est en train de prendre de l'ampleur, une bonne référence au Maroc parce qu'un certain nombre d'entreprises viennent nous consulter pour essayer de régler autrement leurs litiges au lieu d'aller aux tribunaux. Mais n'importe comment, il y a une réforme qui est en cours et qui est très importante. Il y a aussi, évidemment, on ne peut pas le nier non plus, et c'est même connu de tous, une économie parallèle au Maroc qui représente jusqu'à 30% d'après certains chiffres de l'économie. C'est un avantage ou au contraire un inconvénient? Oui, moi Ça peut être un avantage. je pense que justement c'est un avantage parce que effectivement il y a une grande partie de l'économie qui est informelle, mais ce secteur informel en fait permet à beaucoup de gens en fait de travailler, d'avoir des revenus. On a à Casablanca en fait un centre, une place forte de l'économie informelle, c'est Der Bralef en fait, c'est le grand marché où en fait on trouve de tout et où des gens du monde entier viennent pour chercher des choses introuvables. Donc c'est voilà, donc c'est effectivement, je pense, un aspect très important Moi, sur ce phénomène de l'informel, je dirais qu'il est certes important, mais personne ne peut vous dire s'il représente 20, 30 ou 40 ou 50%. Personne, du moment qu'il est informel. Donc on n'a pas de chiffre réel. Certes, il est important, mais ça comble quand même un côté social qui est également très important. Donc il faut le reconnaître. L'État met en place un certain nombre de choses pour ramener ou en tout cas encourager les entreprises qui travaillent dans l'informel à aller vers le formel. Ils ont même mis en place des incitations fiscales très importantes, notamment un IS à 10%. Qui est un IS très avantageux pour les entreprises qui veulent sortir de l'informel et aller vers une structure formelle. Donc, c'est des choses qui sont en cours. On en vient maintenant aux conseils qu'on peut donner à d'éventuels entrepreneurs sur les secteurs qui sont les plus porteurs à Casablanca. Est-ce qu'il y a, d'après vous, Khalid Idrissi Keitouni, des secteurs qu'il faut viser, ceux qui ont le plus d'opportunités d'investissement? Sur les trois grands secteurs, c'est-à-dire l'industrie, le commerce et les services, il y a énormément d'opportunités qui s'ouvrent aux opérateurs, aux investisseurs étrangers. Moi, je dirais tout simplement que depuis le début des années 2000, le Maroc a mis en place des stratégies sectorielles qui sont très intéressantes et qui se sont avérées fructueuses. En tout cas, fructueuses d'opportunités pour les investisseurs étrangers, notamment dans le secteur de l'industrie. Donc, on a le plan industriel au Marocain accéléré actuellement, qui est la stratégie industrielle qui est très intéressante et qui a permis de mettre en avant des secteurs comme l'aéronautique, comme l'automobile, ou autre, ou l'offshoring. Donc le secteur de l'aéronautique, juste pour 2 mots pour vous le présenter, en 2000, il y avait 4 ou 5 entreprises. Aujourd'hui, on a plus d'une centaine d'entreprises qui travaillent dans ce secteur et qui est devenu un véritable pôle. Donc, que ce soit pour la mécanique de précision, que ce soit pour le traitement de surface, que ce soit pour l'électronique embarquée. Donc, ça, c'est des choses qui sont très intéressantes. Il y a un véritable savoir-faire qui a été mis en place par ce secteur ici au Maroc. Pour l'aéronautique, il y a aussi le pôle des services. Anne Kergonin, vous êtes plutôt justement dans cette branche des services et notamment des cabinets de conseil. Vous pensez que c'est un secteur porteur? Oui, effectivement. Depuis mon arrivée en fait en 2006, j'ai constaté en fait c'est un secteur, le secteur du conseil qui s'est beaucoup développé en fait au Maroc. Alors la caractéristique, c'est que le secteur était auparavant dominé plutôt par des structures étrangères, en fait des grands cabinets internationaux. Et que de plus en plus, il y a eu en fait la création d'une véritable offre locale, en fait, de cabinets de conseils locaux, donc dans différents domaines, que ce soit l'organisation d'entreprises, la formation, tout ce qui est également stratégie de développement, voilà. Très bien, merci beaucoup. On va passer au thème des différences culturelles maintenant, avec d'abord un témoignage, celui d'un consultant interculturel chez Berlitz qui s'appelle Nabil Taktak. Écoutez. Ce n'est pas parce que la langue française est utilisée à Casablanca et qu'il y a un lien historique avec la France que tout est similitude. En effet, vous allez être confronté à une grille de lecture et des codes culturels différents et qui vont fortement influencer votre vie dans cette ville. Voici quelques exemples concrets. La notion de temps est plus élastique, la ponctualité est beaucoup moins importante, le non-respect des horaires reste fréquent. L'esprit communautaire est plus fort et l'individu a plus d'obligations envers son groupe d'appartenance. Évitez également les attitudes ethnocentriques et le piège de la comparaison avec votre environnement d'origine.
En somme, ne perdez pas de vue que les Casablancais ont une histoire différente de la vôtre, un rapport au temps, à l'espace, à l'argent, un sens de l'humour différent, un respect des règles et une façon de négocier différent. Pour mieux décrypter ces différences, il est nécessaire de s'adapter au nouvel environnement en privilégiant le questionnement, à l'interprétation et surtout d'être assez souple pour pouvoir remettre en cause ses convictions. Gilles Favret, on vous a retrouvé, vous êtes le consul général de France à Casablanca. Sur les différences culturelles entre la France et le Maroc, qu'est-ce que vous pourriez citer comme exemple le plus parlant, notamment dans le domaine de l'entreprise ? Écoutez, dans le domaine de l'entreprise, c'est pas vraiment mon champ privilégié d'activité. Néanmoins, je confirme assez largement ce qui a été dit. Bon, le Maroc n'est pas la France. Hein. Le Maroc présente des opportunités qui ont été détaillées, d'ailleurs, dans quantité de secteurs. Mais ce qui a été rappelé par votre intervenant précédent est tout à fait exact. On ne peut pas venir au Maroc faire des affaires comme on ferait des affaires exactement en France. Les mentalités ne sont pas les mêmes. Et la langue, le français reste certes très largement partagé. Enfin, beaucoup de Marocains maintenant font des affaires en arabe, plus précisément en darija. Hein. Donc c'est quand même pas exactement ni la même culture, ni la même langue, ni la même mentalité. Néanmoins, je crois quand même que les points de recouvrement l'emportent quand même assez largement sur les points de divergence, et qu'il est certain qu'un Français qui veut faire des affaires au Maroc peut en faire et trouvera beaucoup plus de points communs avec des partenaires au Maroc qu'avec des partenaires dans un pays beaucoup plus lointain avec lesquels il y a très très peu de points communs. Moi, les conseils que je donne toujours quand même lorsque des hommes d'affaires ou des investisseurs potentiels viennent me voir, je leur dis quand même: adossez-vous à des personnes qui connaissent bien. Allez voir la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc, qui vous donnera les conseils utiles. Allez voir éventuellement, il y a des régions également françaises qui ont des partenaires ou des maisons à Casablanca, je pense notamment à la maison du Languedoc-Roussillon, qui ont également des pépinières d'entreprise, des bureaux qu'elles mettent à disposition, qui connaissent bien le tissu local. Donc il faut connaître le tissu local, ou en tout état de cause, se renseigner sur le tissu local avant de venir. Mais Favret, vous avez évoqué la langue traditionnelle de Darija. C'est un atout supplémentaire, clairement, de parler cette langue. Oui, tout à fait. Alors effectivement, je dirais que, comme l'a dit Monsieur le Consul, effectivement, il y a de moins en moins, je dirais, de gens, notamment parmi les jeunes, qui parlent couramment le français. En fait, il y a de plus en plus de choses qui se font en arabe. Alors, ce qui se passe, c'est que le fait, en fait, de apprendre la darija, donc qui est le dialecte, qui est la langue en fait parlée au Maroc, le simple fait de parler cette langue et d'essayer de la parler, en tout cas, d'essayer de la comprendre, est un énorme atout, en fait. C'est vraiment, moi, personnellement, j'ai vraiment beaucoup investi, en fait, pour essayer d'apprendre cette langue. Et vraiment, je ne regrette pas du tout, parce qu'aujourd'hui, ça me donne un positionnement qui est vraiment différent, quoi, qui m'a d'ailleurs beaucoup sorti parfois de situations un peu compliquées. Et parce qu'en fait, les gens sont très, très touchés naturellement qu'un Français, qu'un étranger puisse faire l'effort d'apprendre leur langue. Gilles Favret, sur ce point ou sur un autre? Je voudrais abonder dans ce sens. Bon, le français continue d'être une langue véhiculaire couramment parlé. Nous faisons des efforts, évidemment, pour maintenir le niveau de francophonie au Maroc, voire à l'accroître. Mais il est certain que la maîtrise de l'arabe, mais principalement du darija, est importante. Et je crois que c'est pas pour rien que beaucoup d'entreprises marocaines ou françaises ou franco-marocaines font appel à des franco-marocains qui parfois reviennent de France à l'appel de ces sociétés, précisément parce qu'ils maîtrisent également, en plus du français, la culture locale. Hein. Ça me paraît quand même tout à fait important pour les entreprises françaises. On poursuit la conversation dans un instant sur l'ambiance, notamment dans la ville. À tout de suite.
Les 24 heures chrono de l'International sont à Casablanca et on vient justement sur la qualité de vie dans cette ville. Khalid Idrissi Keitouni, comment vit-on à Casablanca, en particulier en termes de coût de la vie? Très bien. Le coût de la vie est un peu élevé, certes, mais la ville de Casablanca reste, malgré tous les problèmes qu'elle rencontre, C'est-à-dire attrayante. Des problèmes de circulation, les problèmes de transport, les problèmes de propreté. C'est des choses qui sont connues des Casablancais. Il faut dire qu'aussi, il y a eu, depuis le discours de Sa Majesté concernant la ville et la propreté de la ville de Casablanca, il y a un effort considérable qui a été fait par les autorités de la ville, mais il y a encore beaucoup de choses qui restent à faire. Anne Cargona, vous êtes rapidement fait à la vie à Casablanca? Effectivement, oui, personnellement, moi, je me suis assez bien habituée. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, en fait, c'est la proximité de la mer, en fait, parce qu'on est juste en bordure d'océan et on a une magnifique plage à Casablanca qui est assez extraordinaire. Et voilà, donc moi, effectivement, j'ai aussi, je souffre effectivement pas mal de tout ce qui est de la pollution, notamment de la congestion automobile. Il y a un gros problème à Casa de transport en commun, d'infrastructures, de transport. Bon, il y a un tramway effectivement maintenant, mais ça reste insuffisant, quoi. C'est vrai que c'est un peu dommage. Il y a d'autres projets de lignes de tramway qui vont être mis en place. Il y a une enveloppe quand même intéressante d'investissement sur Casablanca qui est de l'ordre de 3 milliards d'euros et qui est prévu d'ici 2020 pour justement investir dans des moyens de transport, notamment d'autres lignes de tramway, sur la propreté, sur un certain nombre de projets culturels pour la ville. Donc, ça va s'améliorer. Il y a aussi la question du logement, évidemment, qui revient souvent, le coût du logement. Écoutez le témoignage du directeur général de Bailly sur place, Christian Guinbeau. Alors, les prix sur les 2 pièces à Casa varient entre 5 000 et 7 000 dirhams. Donc, on sera sur le quartier Gauthier ou Bourgogne plutôt sur 5 000 dirhams, ce qui correspond à peu près à 440 €. Et sur les quartiers un petit peu plus huppés comme La Carniche ou Palais Royal, on sera plutôt sur du 7 000 dirhams, ce qui correspond à un prix en euros de 660. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le 2 pièces à Casa n'est pas l'appartement le plus utilisé. On est plutôt sur des beaucoup plus grandes surfaces. Khalid Idrissi Keitouni, quel quartier vous conseilleriez à de futurs expatriés français? Bourgogne, j'habite à Bourgogne. Donc, non, il y a de beaux quartiers sur Casablanca. Le quartier Racine est un beau quartier. Tout le centre, en fait. Bourgogne qui a pris énormément de valeur depuis un certain nombre d'années. Et il y a de très beaux quartiers sur Casablanca, bien entendu. Toujours en ligne avec nous, Gilles Favret, consul général de France à Casablanca, sur cette question de la vie à Casablanca. Oui, sur la qualité de la vie à Casablanca, écoutez, je crois que ce qui me paraît important quand même de dire aux Français, c'est que Casablanca est une ville du Maroc, bon, malgré tout ce qui est vrai, c'est un côté un petit peu chaotique, la circulation est difficile, tous les quartiers ne sont pas d'une propreté méticuleuse, si vous voulez, c'est pas Lausanne, certainement. Mais en même temps, c'est une ville où je crois qu'un Français a rapidement ses repères, c'est-à-dire que il faut compter 2 millions de transports entre chaque destination. Ça, c'est certain. Enfin, en même temps, c'est pas Le Caire ou Shanghai. Vous avez des quartiers qui sont très agréables, qui sont pas non plus situés extrêmement loin. Vous avez une vie, vous en parlerez, je pense, après, mais il y a également une vie culturelle. Vous avez les magasins. Donc, en résumé, si vous voulez, un Français a ses repères à Casablanca. Il ne se sentira pas totalement à l'autre bout du monde. Et ça me semble important. Parce que les Français ils aiment bien se retrouver à la maison des fois. Merci beaucoup Gilles Favret, en tout cas d'avoir été en ligne avec nous pour cette émission consacrée à Casablanca. Merci aussi à vous Khalid Idrissi Keitouni d'avoir été avec nous. On se retrouve dans un instant. D'abord, écoutez ce témoignage, cette fois sur les conditions douanières pour un éventuel déménagement sur place. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les 3 premiers statuts se font en franchise de droits de douane. Donc ça, c'est important. Ensuite, donc, sur les 4 statuts, pour l'expatrié, il nous faut comme document un certificat de changement de résidence prouvant le transfert de la résidence principale, un justificatif de domicile, un inventaire détaillé et une copie du passeport, ainsi qu'un contrat de travail. Pour le retour définitif, nous avons besoin d'une attestation de retour définitive, un inventaire, visé par le consulat cette fois-ci, une copie du passeport
et un justificatif de domicile. Troisième statut, pour les retraités, il nous faudra un certificat de changement de résidence prouvant le transfert de la résidence principale, un justificatif de domicile, un inventaire, copie du passeport et attestation d'ouverture d'un compte bancaire au Maroc et attestation de virement des retraités au Maroc. Enfin, le dernier statut, la résidence secondaire, donc, devra acquitter des droits de douane, contrairement aux 3 autres, sur le mobilier et est fait même s'ils sont usagés. Nous a rejoint sur ce plateau Olivier Cadic. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le sénateur, un des sénateurs français représentant les Français établis hors de France. Vous êtes élu depuis septembre dernier seulement. Et vous revenez précisément d'une tournée de plusieurs jours au Maroc. Vous êtes venu donc pour nous livrer votre témoignage sur ce qu'on a dit depuis le début sur le climat des affaires au Maroc. Vous avez, et notamment à Casablanca, vous avez ressenti quelque chose de particulier ? Mais écoutez, j'ai fait effectivement un tour. J'étais à Marrakech, j'étais à Fès, j'étais à Rabat et puis donc à Casablanca. L'impression que j'ai eue, c'est que d'un fort dynamisme des entrepreneurs français qui allaient s'installer là-bas. Alors j'ai passé un peu plus de temps à Marrakech, par exemple, où j'ai vu Jean Pozzo di Borgo qui lançait une entreprise d'agroalimentaire pour faire du poulet haut de gamme. J'ai rencontré Alexandre Lesmariés qui, avec sa famille, a lancé un country club qui est devenu un vrai jardin d'Éden et qui a fait une école de formation pour aider les Marocains à développer l'artisanat local. Donc ils font vraiment avec des expositions, donc un vrai soutien aussi au niveau local. J'ai rencontré un jeune homme, Jérôme Lamy, qui avait une entreprise de magazine ici à Paris, qui est parti à Marrakech et qui fait un magazine qui couvre tout le Maroc, donc qui va sortir en kiosque là prochainement. Donc on voit vraiment une vraie vitalité des Français qui se développent. Et puisqu'on parlait de la chambre de commerce, il faut quand même noter que c'est quand même la première chambre de commerce à l'étranger en termes de taille, et loin devant la seconde. Et ça montre aussi la vraie dynamique que vous avez soulignée depuis tout à l'heure. Alors quand même une petite correction, c'est que la France apparemment est repassée devant l'Espagne là il y a très récemment. Alors, donc il faut quand même le noter, puisqu'effectivement on avait perdu cette place, ça paraissait incroyable, mais il semblerait qu'on vienne de la regagner. Vérifiera votre information. Et vous avez rencontré, donc on l'a entendu, beaucoup d'entrepreneurs français sur place. Quels sont leurs besoins, les demandes qu'ils vous ont formulées éventuellement ? Écoutez, pour les entreprises, il y a quelque chose qui est en train de changer, c'est qu'il y a une politique des visas au niveau formalisme. On va sous-traiter, on va externaliser les demandes de visas. Et les entreprises françaises sont très inquiètes sur le fait que nos grands acheteurs pourraient avoir un peu plus de difficultés pour venir visiter les entreprises ou les usines en France. C'est un des points qui est important pour eux, c'est de s'assurer toujours qu'on soit attentif à nos clients. Tout à l'heure, vous l'avez dit avec juste raison, il faut avoir beaucoup d'humilité, il faut reconnaître aussi qu'il y a des façons de faire, des pratiques locales, et ne pas venir avec des pratiques peut-être un peu vues depuis Paris et qui pourraient heurter de très bons clients. S'adapter, c'est important. C'est fondamental. Vous avez aussi en gestion la question de la scolarité des Français sur place. Quels sont les équipements à disposition ? Oui, et justement, le Maroc représente les écoles françaises du Maroc. C'est le premier réseau scolaire français à l'étranger. Ça représente à peu près 10% de notre réseau. Alors j'ai visité bien évidemment le lycée Lyautey, qui est superbe, donc un des fleurons de l'enseignement français au Maroc. Ceci étant, et vous l'avez dit, il y a quand même un petit recul au niveau de la langue française, de la connaissance de la langue française sur les jeunes générations. Donc on a un effort supplémentaire certainement à faire. Il y a aussi une concurrence qui commence à naître d'autres systèmes éducatifs qui commencent à s'implanter à Casablanca. Ça nécessite que nous réagissions. Et un dernier mot, parce qu'on est vraiment pris par le temps, sur le système de soins. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est mis en place, notamment aussi parce qu'il y a beaucoup de retraités français qui vont s'installer au Maroc. On a très peu de temps. Oui, là j'ai vraiment un appel. Faut pas oublier une chose, c'est que par exemple au Maroc, la mise sous tutelle est impossible.
Donc je veux dire aux retraités, à partir du moment où si vous coupez tous les ponts avec la France, il faut le savoir, c'est très compliqué pour les gens qui sont autour de vous au Maroc, et que vous êtes vraiment dépendant, ce sera très difficile pour eux de vous assurer donc toute l'assistance nécessaire. Et donc c'est vraiment un avertissement à tous les Français qui vont s'installer pour la retraite au Maroc de bien prévoir la suite et de s'assurer que tout soit réuni pour qu'on puisse les accompagner. C'est un appel que vous lancez. Merci en tout cas à vous, Olivier Cadic, sénateur des Français installés à l'étranger. Merci également à Anne Kergonin d'avoir été avec nous sur ce plateau. Dans un instant, on part à Miami.